commence. OK. Bonjour tout le monde. Pierre Pilote, coordonnateur des Archives Gué du Québec depuis 4 ans? 5 ans? C'est 2017. 4 ans ou 5? Oh. Ouais, 2017, ça veut dire 23, alors 6 ans. Mon Dieu. Déjà. Et puis moi, c'est Jacques Prince. Alors, je suis le cofondateur des archives. Alors, j'ai commencé en 1983, et peut-être un petit peu avant, parce que avant que ça soit officiel, mais disons 83. Vous avez fondé en 1983 avec Ross Higgins les Archives Gué du Québec. Pouvez-vous nous parler du contexte? Oui, en 1983. J'étais à ce moment-là dans la vingtaine, et puis Ross est un petit peu plus âgé que moi, mais nous, on s'est rencontrés notamment à la librairie L'Androgyne. Et à ce moment-là, moi, je faisais du bénévolat à la librairie L'Androgyne, et puis Ross aussi. Et aussi, on a commencé à œuvrer un petit peu dans le milieu LGBT de l'époque, l'Association de défense des droits des gays et lesbiennes du Québec. Alors, ils avaient, eux, comme une bibliothèque. Ils publiaient une revue, le Verdache, et à ce moment-là, ils recevaient des revues de partout dans le monde, et il fallait à ce moment-là mettre de l'ordre dans tout ça. Puis moi, à l'époque, j'ai commencé une maîtrise en bibliothéconomie et sciences d'information. Et donc, c'était intéressant pour moi d'être dans le milieu. Ross et moi, on a commencé à penser que, travaillant dans le domaine, on voyait aussi qu'il se passait des choses à Toronto et qu'il y avait eu la fondation des Canadian Gay Archives. Alors, on s'est dit, on devrait avoir la même chose pour Montréal et le Québec. Quel genre de matériel avez-vous amassé au fil des ans? Et les archives sont-elles composées de collections? Oui, bien là, nos collections, c'est, les archives gays, le nom de l'organisme, mais en fait, ce n'était pas seulement des archives gays cisgenres, c'était aussi des archives lesbiennes que l'on avait au départ, et aussi on a pensé aux archives des trans dès le départ. Mais finalement, c'est des archives, si on peut dire, souvent, ça va être des ensembles d'archives d'individus ou d'organismes. Alors, il y avait à l'époque des organismes comme l'Association de défense des droits des gays et lesbiennes. Bien, à ce moment-là, eux, ils avaient accumulé des archives. Mais ils ont cessé d'exister. Donc, il fallait tous les procès-verbaux des réunions, des photos qui étaient prises, l'animation pour faire des communiqués de presse, pour faire des manifestations et tout ça. Alors donc, eux, ils avaient beaucoup de choses qui étaient gardées, mais à ce moment-là, quand l'organisme a été dissous, bien là, nous, on avait commencé le projet, mais on s'est dit, il faut recueillir ces documents-là, parce que ces documents-là pouvaient être perdus. Donc, au départ, on était des amis qui travaillaient au projet. Et ça a pris quand même une dizaine d'années avant d'avoir un premier local. Les 10 premières années, c'était du travail pour asseoir l'organisme. Et puis après ça, on a eu le premier local qui était sur la rue Saint-Laurent. On est resté 20 ans là. Après ça, on a vu que c'était toujours, on agrandissait tout le temps, mais on devait avoir encore plus grand. Alors là, on a fait une mutation. En 93, on a trouvé un local ici sur Atatacan. On a eu notre premier local qui était en bas ici, qui était plus petit, la moitié de l'espace que nous avons actuellement. 93, le premier local. 2013, le local ici. Dans l'édifice, depuis 2013, mais pas à l'étage, on est ici depuis 5 ans. Les archives ont cette année 40 ans. Comment ont-elles évolué? Les objectifs et le type de diffusion se sont-ils transformés au fil des ans? Bien là, j'ai esquissé un petit peu l'évolution. C'était l'évolution parce que les archives, c'est aussi un lieu, c'est un endroit où on conserve la documentation. Donc, la documentation, on a commencé à évoquer un fonds, le fonds de la DGLQ, mais on a eu beaucoup d'autres fonds qui se sont ajoutés au fil des années. Et à ce moment-là, on peut dire que l'évolution, c'est par rapport aux collections, par rapport aux lieux, par rapport aussi à l'évolution de l'organisme qui était un organisme bénévole au départ pendant de nombreuses années, mais avec l'arrivée de Pierre, un petit peu avant toi, c'est comme 2013, à peu près 2013, quand on est arrivé ici, là, on a commencé à
pouvoir engager du personnel, parce que là, on a eu de plus en plus des dons importants. Et puis à ce moment-là, aussi, on a fait beaucoup de travail pour obtenir des subventions. Donc maintenant, c'est un grand passage aussi d'un organisme bénévole à un organisme qui a des employés. Et aujourd'hui, ben, on a quand même un budget de beaucoup supérieur à ce qu'il était en 2013. Oui. Puis ce qui est très important aussi dans l'évolution de l'organisme, c'est que l'organisme a réussi à avoir son numéro de charité. Ça, c'est très important. C'est ça, en 90. Alors là, on fait des campagnes de financement, on peut faire des dons, des reçus pour faire d'impôts. Oui, parce qu'au début, c'est ça, on l'a obtenu en 90, mais là, c'est ça. Ça nous a permis de travailler à trouver un premier local qui ne coûtait pas très cher à l'époque, mais par contre, on avait de l'argent qui... Parce que bien souvent aussi, c'était les bénévoles qui donnaient de leurs sous pour financer oui. Le plus gros morceau du budget, ce sont des subventions salariales qui viennent soit du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada pour les programmes d'été, et Emploi Québec pour des programmes de 6 mois. Donc, depuis le début, ça a bien fonctionné. Puis on va chercher un peu d'argent au patrimoine canadien ou dans des organismes... On n'a pas un budget de fonctionnement. Okay? Alors, on y va au projet. Là, on a eu l'appui financier de Fierté Montréal, mais on va chercher d'autres partenaires également, là, comme on a eu les cinémas du Parc où on faisait de la publicité, RTV, la Fondation du Grand Montréal. C'est un milieu. Alors, le milieu des archives s'entraide. Comme lorsqu'il y a des expositions, là, les gens nous connaissent comme au Musée de la civilisation à Québec et ont voulu faire une exposition dans une thématique qui était liée à la nôtre. Alors, ils sont venus ici, puis là, ils ont trouvé des pièces intéressantes. Parce qu'on a un côté archive, mais aussi, même dans l'évolution plus récente, on a un côté musée aussi, parce qu'on fait des animations. Là, on conserve, oui. Oui, puis on prête des choses. Alors, les gens connaissent nos collections. Alors, il y a eu une grande évolution, oui, puis nos collections s'enrichissent toujours. Oui. Puis ce qu'il faut dire, c'est que les archives gays du Québec, alors là, on a rajouté Mémoire des communautés LGBTQ2S+, pour être beaucoup plus inclusif, sont les plus grandes archives gays francophones au monde. Plus grandes en le sens que aussi par rapport à l'évolution de l'organisme, parce que nous, on a beaucoup de nos fonds qui sont traités, qui ont eu un travail d'archiviste sur les collections, parce qu'il y a des collections qui pourraient être plus volumineuses, mais qui ne sont pas aussi avancées que les nôtres par rapport au travail qui s'est fait dans l'organisme. Dans ces activités de diffusion, les archives ont présenté de nombreuses expositions. Pouvez-vous nous parler des principales? En avez-vous d'autres de prévues? Bien, la plus importante en ce moment, c'est celle dans le cadre de notre 40e anniversaire. C'est celle qu'on a montée sur ACT UP Montréal, organisme qui a été fondé à New York, mais qui, à Montréal, a existé de 90 à 93. Tout ça, toutes les archives photographiques, les bannières, les affiches, tout ça, viennent du fonds de Michael Hendricks et de René Leboeuf. Alors, quelqu'un s'est présenté ici, nous a proposé de faire une exposition, on a accepté. On a eu une exposition l'an dernier, dans le cadre de la conférence internationale sur le sida qui avait lieu à Montréal. Alors, une exposition d'affiches sur le sida qu'on a, on a une grande collection qui vient de tous les continents, alors on a présenté ça. On a présenté également une exposition de 2 artistes d'art visuel contemporain québécois qui sont allés avec un échange du ministère des Relations internationales, sont allés en France, travailler sur les archives d'Yves Navarre, l'écrivain français. Et puis ils sont revenus ici, alors ils ont présenté une exposition d'après les recherches qu'ils ont faites à Montpellier. Oui, on a eu une série d'expositions sur Alan B. Stone. Aussi. C'est un photographe exceptionnel dont la qualité des photos a dépassé nos frontières. Il y a eu des expositions ici à l'Éco-Musée du Fier-Monde. Il y a eu plusieurs expositions à son sujet. Il y en a eu à l'Éco-Musée du Fier-Monde, mais il y en a eu aussi... l'exposition a été vue à San Francisco et à New York, où un conservateur qui a vu les photos a fait connaître le fonds ailleurs. Et je pense que le fonds est tellement intéressant que certainement d'autres expositions pourraient être montées à partir de ça. Oui, mais là, futurs projets pour des expositions, mais on en a déjà. Là, il y a des gens qui nous en présentent. Alors, ce qu'on veut faire aussi, c'est que pour présenter un projet d'exposition aux Archives gays du Québec, il faut que les gens travaillent avec des
fonds d'archives des archives du Québec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver ici et dire « Ah ben moi, je suis un artiste peintre, je suis gay, je vais vous présenter un projet, sinon on serait débordé. » Bien, il y a tellement de richesses dans les contenus que nous possédons. Il y a matière à beaucoup d'expositions ici. Oui, là. oui. Et on a des idées de projets, mais on ne peut pas toutes les annoncer longtemps d'avance parce que... C'est tout nouveau, hein? C'est tout Oui, nouveau qu'on a des expositions bien dans le souvent, local. c'est ça, c'est d'avoir quelqu'un qui est souvent qui est comme au fait, il va sortir de travail qui va être intéressant Mais ici, on doit dire que l'exposition cette année pour ACTOP, là, on a eu beaucoup, je pense qu'on est rendu à peu près 1000 personnes. Pas loin de 1000 personnes. Avec les billets des groupes scolaires qui vont venir, là, c'est déjà prévu, on aura près de 1000 personnes. On est comme un petit organisme, mais même si on est petit, on est capable de susciter l'intérêt. Et puis on a beaucoup de... Nos contenus sont intéressants. Alors, on travaille beaucoup pour faire connaître nos collections, parce qu'on ne veut pas être des archives qui vont être des archives où c'est juste de la recherche qui se fait, par exemple. On veut être des archives qui sont vivantes, alors à ce moment-là, qui sont en interaction avec les communautés qu'on dessert, puis même que les communautés qui s'intéressent à nos thématiques, à ce moment-là... parce que c'était pas juste des gens qui venaient faire... Non, mais dans ce sens-là, on a beaucoup aussi de journalistes, soit de Radio-Canada, de TVA ou n'importe quelle chaîne de radio, de télévision ou des journaux papier qui nous demandent souvent du matériel ou qui viennent faire des recherches ici. Oui, on est souvent associé à des documentaires aussi. À un moment donné, on veut transmettre à d'autres générations. Et puis là, à ce moment-là, nos employés actuels sont plutôt... Ils sont très jeunes. Oui, ils sont des milléniaux. Je suis une archive, moi, ici. mais on travaille ensemble. Oui, parce que donc, on trouve que de pouvoir transmettre, et puis les personnes, moi j'ai connu ce que c'était d'être archiviste dans la vingtaine, dans la trentaine, mais là, quand les personnes commencent, on essaie on a des stagiaires qui viennent ici. Croyez-vous que les LGBTQ+, sont plus sensibilisés ou moins qu'avant à la nécessité de préserver la mémoire, surtout à une époque où la société valorise tellement le présent? Si on regarde la clientèle, absolument. Les gens sont très motivés. Quand j'ai commencé, et puis la recherche aujourd'hui, c'est toujours des personnes qui sont allumées et puis qui creusent leur thématique. Et je pense qu'à ce moment-là, ça n'a pas changé. C'est toujours aussi vivant. Et puis, c'est sûr qu'il faut... Le travail qu'on fait, c'est aussi... En fait, de l'animation. On est bien plus demandé aujourd'hui dans les milieux universitaires. Ils nous invitent à des cours. Donner des conférences. Oui, puis on est plus proche d'activités qui se font dans ces milieux-là que ça l'était même avant. Et puis une preuve de ça, c'est que l'exposition ACTOP Montréal, la moyenne d'âge des visiteurs, c'était jeune, là. Et ils sont assez étonnés des fois de voir comment on a pu avancer le projet. Et souvent, les gens pensent que ça va être un petit local fermé, puis que c'est tous des vieux papiers, puis les gens sont bougrons, puis il ne faut pas les déranger. On a des lunettes sur le bout du nez. Mais dans le fond, quand les gens viennent, ils se rendent compte que c'est un milieu qui est plutôt, au contraire, dynamique, et puis qui a quand même... une bonne humanité, où les échanges se font. Un petit centre d'archives, parce que des fois, c'est un peu impressionnant, une grande institution où là, tu arrives, puis là, tu demandes des choses, puis tout ça, puis là, on va te donner des choses, mais on n'aura peut-être pas toujours le contact aussi proche, je pense, c'est ça, à ce moment-là. Ici, les gens, mais là, on y voit qu'on travaille aussi dans nos papiers en même temps que... Et donc, à ce moment-là, il y a une convivialité qui se fait. Oui, c'est qu'on n'a pas la coupure, disons, qu'on arrive, et puis là, j'ai rien contre les beaux fauteuils et tout ça, on aimerait bien ça en avoir, mais tu sais, quand tu as tout ça, il y a comme un froid qui s'installe, alors qu'ici, les gens arrivent, puis il y a quand même des règles à suivre, hein, c'est certain. Ouais. Mais un autre exemple, là, comme la question que vous posiez, c'est les jeunes de la communauté LGBT, les gens qui travaillent ici, là, sur des programmes d'emploi, ont tous en bas de 30 ans. Des fois, les gens ont fait des stages ici, puis après, ils restent, même si... Parce qu'on n'offre pas toujours des conditions d'une grande institution pour le fonds de pension et tout ça. Là. Mais par contre, ça leur donne une bonne base d'avoir travaillé ici parce qu'on doit être polyvalent ici. Il faut faire de tout. Alors à ce moment-là, c'est comme une bonne école pour progresser dans le domaine. Oui.